On va aborder dans cette vidéo la notion centrale de ce chapitre, c'est la notion de dimension. Mais avant de définir ce qu'est la dimension d'un espace vectoriel, encore faut-il définir ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension finie. Si E est un K-espace vectoriel, on dit que E est de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Autrement dit, on dit qu'il est de dimension finie si jamais E peut être mis sous la forme du vect d'une famille finie de vecteurs E1, EP. Alors en fait, il y a déjà plusieurs espaces vectoriels qu'on a déjà mis sous cette forme et qui sont donc de dimension finie. Par exemple, le K puissance n, on avait vu qu'il était égal au vect de cette famille-là, qu'on avait appelé la base canonique de K puissance n. Ça montre immédiatement que K puissance n est bien de dimension finie. Ensuite, Kn crochet x, on avait vu que c'était le vect de 1, x, x2 jusqu'à x puissance n. Ça aussi, ça montre immédiatement que Kn crochet x est de dimension finie. Les espaces de matrice, les MNP de K, sont également de dimension finie puisqu'ils sont égaux au vect des matrices élémentaires EIJ. Donc de nouveau, ils sont de dimension finie. En revanche, il y a des espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension finie. Un exemple simple, c'est l'espace vectoriel de tous les polynômes, l'espace K crochet x, sans borne sur le degré. Ça, on ne peut pas le mettre sous la forme du vect d'une famille finie de polynômes P1, Pn. Une manière simple de le démontrer, c'est de voir que, quelle que soit la famille P1Pn que vous prenez, eh bien si ensuite vous considérez les combinaisons linéaires des PI, donc les polynômes du type somme des lambda IPI, eh bien leur degré va être borné. En effet, si vous prenez le degré de la somme des lambda IPI, eh bien ce degré, il est plus petit que, par exemple, le maximum des degrés de tous les PI. Du coup, n'importe quel polynôme Q qui est de degré strictement supérieur au max des degrés des PI, eh bien il ne peut pas être une combinaison linéaire des PI. Ça montre bien que K crochet x n'est pas égal au vect de P1, Pn. K crochet x n'est donc pas de dimension finie, on dit alors qu'il est de dimension infinie. Ce n'est pas du tout le seul espace qui est de dimension infinie. Tous les espaces de fonctions, les espaces des fonctions de I dans R, y compris les espaces de fonctions, les fonctions de classe CK de I dans R, sont tous de dimension infinie. Alors, si on s'en tient à la définition qu'on a donnée d'un espace vectoriel de dimension finie, c'est donc un espace qui admet une famille génératrice finie, mais en fait, on va voir ici que c'est complètement équivalent au fait qu'il admette une base finie. C'est ce théorème qui nous le dit, le théorème de la base extraite. D'après ce théorème, si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors on peut extraire de toute famille génératrice finie une base finie. La démonstration, elle est un peu délicate à rédiger, mais son idée est vraiment simple. Étant donné que E est de dimension finie, alors par définition, on peut l'écrire comme le vect d'une famille finie de vecteurs. Cette famille, elle est donc génératrice, mais rien ne dit, bien sûr, qu'elle est libre. À ce moment-là, de deux choses l'une. Soit elle est libre, et donc c'est fini, elle est à la fois libre et génératrice, c'est une base de E. Soit elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, ça signifie, souvenez-vous, qu'il y a l'un des vecteurs EI qui est une combinaison linéaire des autres. Mettons E3. Ce qu'on fait alors, c'est que tout simplement, on supprime ce vecteur de la liste. Ça ne change pas le vect. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, on avait vu que quand un vecteur était une combinaison linéaire des autres, alors il ne servait à rien dans ce vect. Donc cette suppression ne change pas le vect, ce qui fait que cette égalité-là est toujours vérifiée après la suppression de E3. Donc les EI privés de E3 sont toujours une famille génératrice. De là, on recommence. Cette nouvelle famille est-elle libre? Si jamais elle l'est, donc c'est fini. Elle est à la fois libre et génératrice, c'est donc une base. Et si elle ne l'est pas, de nouveau, ça signifie que l'un des vecteurs est une combinaison linéaire des autres, mettons E5. Et ce vecteur, on le supprime. Ça ne change rien au vect, ce qui fait que l'égalité E est égale au vect de cette famille est toujours vérifiée, cette nouvelle famille est toujours génératrice, et de nouveau, on recommence. Soit elle est libre, et c'est fini, c'est une base, soit elle ne l'est pas, et donc l'un des vecteurs est une combinaison linéaire des autres, on le supprime, etc., etc., etc. On itère ce procédé jusqu'à obtenir une famille qui est libre, et à ce moment-là, on a bien une base. Cette méthode, elle montre que si jamais on a une famille qui est génératrice mais pas libre, on peut obtenir une base en supprimant des vecteurs. Mais à l'inverse, si jamais on a une famille qui au contraire est libre mais pas génératrice, alors on peut obtenir une base en cette fois-ci rajoutant des vecteurs. C'est l'objet du théorème suivant, le théorème de la base incomplète. Voilà ce qu'il dit. Toute famille libre de vecteurs de E peut être complétée en une base finie de E. En fait, le théorème est même un peu plus précis. Il dit la chose suivante. Si G est une famille génératrice de E, et on sait qu'il en existe une puisque E est supposé de dimension finie, et si on a une famille L qui est une famille donc libre, mais
pas forcément génératrice, alors il existe des vecteurs EP plus 1 EM que l'on peut choisir dans G, telle que la famille E1EP qui est complétée en EP plus 1 jusqu'à EM soit une base de E. Autrement dit, on peut compléter la famille L en prenant des vecteurs de la famille génératrice G. Encore une fois, l'idée de la démonstration est simple. Regardez, on part tout d'abord de cette famille L qui initialement est une famille que l'on sait être libre, pas forcément génératrice, mais libre. Et puis d'autre part, on sait donc qu'il existe une famille génératrice de E tout entier. On va appeler cette famille les GI. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les GI un par un. Commençons par G1. La question qu'on se pose, c'est est-ce que G1 est une combinaison linéaire des vecteurs de L ou pas? Si jamais il est une combinaison linéaire des vecteurs de L, bon là, à ce moment-là, on ne fait rien, on passe à G2. Si jamais, au contraire, il n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs de L, imaginons là que c'est le cas, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on le rajoute à la famille L. Ce qui se passe, c'est que L était une famille libre, et comme on rajoute ici G1 un vecteur qui n'est pas une combinaison linéaire des précédents ici, la famille reste libre. Ça, c'est très important. Ensuite, on passe à G2. Alors, G2 est-il une combinaison linéaire des vecteurs de cette nouvelle famille L ici? Oui ou non? Imaginons ici que oui, c'est le cas. À ce moment-là, on ne fait rien, on passe à G3. G3 est-il une combinaison linéaire de ces vecteurs de L? Oui ou non? Imaginons que non. À ce moment-là, on le rajoute à la famille L. Encore une fois, comme G3 n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs précédents, la famille reste libre. Etc., etc. On passe à G4, G5, et on passe comme ça en revue tous les vecteurs de G. À la fin de ce processus, cette famille, qui ne s'appelle plus L, il faudrait la renommer, mettons L tilde, eh bien, c'est une base de E. Il faut bien comprendre pourquoi. Tout d'abord, en fait, cette famille, elle est libre, pour la raison que tout au long du processus, elle est restée libre. On l'a vu, hein, à chaque fois qu'on rajoutait un vecteur, il n'était pas combinaison linéaire des précédents. Et puis, deuxièmement, elle est génératrice. Pourquoi? Si jamais vous prenez un vecteur de E quelconque, mettons x, alors ce x, vous pouvez l'écrire comme une combinaison linéaire des GI, puisque les GI sont par définition une famille génératrice de E. Or, en fait, maintenant, chacun des GI est une combinaison linéaire des vecteurs de L tilde. Puisque chacun des GI, soit il était de base une combinaison linéaire des vecteurs de L, ok, soit il ne l'était pas, et dans ce cas-là, eh bien, on l'a rajouté au fur et à mesure de ce processus. Du coup, x est une combinaison linéaire de combinaisons linéaires des vecteurs de L tilde, donc c'est lui-même une combinaison linéaire des vecteurs de L tilde. Ça, c'est vrai pour tout vecteur x appartenant à E, ça montre bien que L tilde est une famille génératrice. Conclusion, L tilde est libre et génératrice, c'est donc une base de E. On est maintenant prêt pour définir la notion de dimension. Si E est un espace de dimension finie, alors premièrement, E admet des bases finies, bon ça on vient de le voir, mais deuxièmement, et c'est là où il y a un théorème, toutes ces bases ont même cardinal. Autrement dit, toutes les bases de E ont exactement le même nombre de vecteurs. Si jamais on appelle n donc ce nombre commun, l'entier n est alors appelé la dimension de E et il est noté dim de E. Le théorème va plus loin, il donne des informations sur les familles libres de E et sur les familles génératrices de E. Premièrement, toute famille libre est nécessairement de cardinal inférieur à n, inférieur à la dimension de E. Et deuxièmement, toute famille génératrice de E est nécessairement de cardinal supérieur à n. La démonstration de ce théorème, on ne va pas la faire dans la vidéo, vous les avez dans vos documents pour les curieux, elle est en fait pas si compliquée que ça, mais ce qui est surtout important avec ce théorème de définition, c'est de bien comprendre ce qu'il signifie. Par exemple, si jamais vous avez un espace vectoriel E qui admet une base de cardinal 4, c'est-à-dire une base qui comporte exactement 4 vecteurs. Alors non seulement vous pouvez dire que E est de dimension finie, mais en plus vous pouvez dire que la dimension de E est égale à 4. Ce que ça signifie, c'est qu'alors, toutes les autres bases de E comportent très exactement 4 vecteurs. Pas 3, pas 5, 4. De plus, ce que dit le théorème, c'est que si jamais vous prenez une famille de 5 vecteurs ou plus, alors cette famille ne peut pas être libre. En fait, en dimension 4, 5 vecteurs c'est trop, il y a forcément des liaisons entre ces vecteurs. Et par ailleurs, si jamais vous prenez une famille de 3 vecteurs ou moins, alors cette famille ne peut pas être génératrice. En fait, en dimension 4, 3 vecteurs, il n'y a pas assez de vecteurs pour engendrer l'espace tout entier. Revenons au cas général d'un espace vectoriel qui est de dimension n. À ce moment-là, donc, il existe une base E1, En de cardinal n. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait, par définition d'une base, dans ces cas-là, tout vecteur de E peut s'écrire de manière unique, comme une combinaison linéaire de ces vecteurs E1, En.
Ce que ça signifie moralement, c'est que du coup, quand on se déplace dans l'espace vectoriel E, on a en fait n degrés de liberté, qui sont précisément ces n lambda i, ces n coordonnées, qui sont indépendantes entre elles. On retrouve donc cette idée morale selon laquelle un espace vectoriel de dimension n, c'est en fait un espace vectoriel à n degrés de liberté. On peut tout de suite déterminer la dimension des espaces vectoriels classiques de dimension finie qu'on a déjà rencontrés. Tout d'abord, k puissance n, il est de dimension n, puisque sa base canonique, on la connaît, elle comporte très exactement n vecteurs. Ensuite, la dimension de kn crochet x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n, attention, elle n'est pas égale à n, elle est égale à n plus 1. La base canonique de kn crochet x, c'est la famille 1x, x2 jusqu'à xn, et ça, il n'y a pas n vecteurs, il y en a n plus 1, puisqu'on commence à x puissance 0, x puissance 1, etc., etc., etc. Et puis ensuite, il y a les espaces de matrice, la dimension de MNP de K, c'est n fois P, puisque la base canonique, c'est la famille des EIJ, où I parcourt 1n et J parcourt 1P, donc en tout et pour tout, il y en a bien n fois P. C'est tout à fait logique que cette dimension, ça soit n fois p, puisque lorsque vous créez une matrice à n lignes et p colonnes, eh bien ça revient à choisir indépendamment les n fois p coefficients de votre matrice. Ces trois dimensions, elles sont à apprendre par cœur. On arrive maintenant à un théorème qui est bien pratique pour montrer qu'une famille est une base quand on est en dimension finie. Si jamais E est donc un espace de dimension finie, et que E ronde est une famille de vecteurs qui a le même cardinal que la dimension de E, alors si jamais E ronde est libre, eh bien automatiquement elle est aussi génératrice, et donc c'est une base. Et réciproquement, si jamais E ronde est génératrice, alors automatiquement elle est aussi libre, et donc c'est une base. La démonstration ici du premier point, elle n'est pas très compliquée. Regardez, si jamais vous partez ici d'une famille libre qui a très exactement n vecteurs, c'est-à-dire la dimension de E, alors on sait par le théorème de la base incomplète que cette famille, on peut la compléter de façon à obtenir une base. Or, une fois que c'est fait, en fait, a posteriori, on sait que les bases, elles sont elles-mêmes de cardinal n. Donc, le nombre de vecteurs qu'on a rajouté, bah, du coup, forcément, il y en avait 0, ce qui signifiait que la famille était initialement déjà génératrice. Pour la deuxième partie du théorème, bah, c'est en fait exactement le même raisonnement, sauf qu'au lieu de rajouter des vecteurs, on en enlève. Eh bien, on va tout de suite voir si vous avez compris l'utilité de ce théorème. Imaginez qu'on ait à montrer que cette famille-là de trois polynômes est une base de R2 crochet X. Que fait-on? Eh bien, à vous d'y réfléchir, mettez pause dans la vidéo, faites cet exercice et on corrige juste après. Eh bien, on commence par remarquer que c'est une famille de 3 polynômes, et ça tombe bien, on est ici dans un espace vectoriel de dimension 3. Du coup, il suffit pour montrer que c'est une base, soit de démontrer qu'elle est libre, soit de démontrer qu'elle est génératrice. Le plus simple, c'est quoi? Bah, le plus simple en général, c'est plutôt de démontrer que la famille est libre. Pour la rédaction, on va donc commencer par dire que le cardinal de f vaut 3, qui se trouve être la dimension de R2 crochet X, donc il suffit de démontrer que f est libre. Pour faire ça, on va utiliser la méthode traditionnelle, on fixe 3 réels lambda 1, lambda 2, lambda 3, et on suppose que la combinaison des 3 vecteurs est égale au polynôme nul. À partir de là, on sépare cette expression en le terme en x2, le terme en x et le terme constant, et on identifie les coefficients, ce qui nous amène à un petit système homogène sur les lambda i. Ce système, il se trouve qu'en fait, on peut très bien le résoudre, et on trouve que les 3 lambda valent nécessairement 0. F est donc bien libre, et comme on l'a dit en début de la démonstration, ça montre au passage que F est aussi génératrice, c'est donc une base de R2 crochet X, on utilise notre théorème. Une autre application remarquable de ce théorème concerne l'espace Kn crochet X. C'est un espace qui est de dimension n plus 1, et cette application consiste à voir que en fait, toute famille de n plus 1 polynômes non nuls, qu'on note P0, P1 jusqu'à Pn, de degré échelonné. Des polynômes de degré échelonné, c'est des polynômes dont le degré est strictement croissant, comme ça. Donc, toute famille de n plus 1 polynômes non nuls de degré échelonné est automatiquement une base de Kn crochet X. Alors, pourquoi c'est vrai? Tout d'abord, il s'agit de n plus 1 polynôme et on est en dimension n plus 1. Donc, pour montrer que c'est une base, il suffit de démontrer que la famille est libre. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'elle est libre? Eh bien, parce qu'elle fait intervenir des polynômes de degrés distincts. Ok, donc le théorème est bien vrai. C'est un théorème très utile. Par exemple, imaginons qu'on est dans R4 crochet X et qu'on regarde cette famille de vecteurs. Vous voyez, là, c'est des vecteurs de degré 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. On a donc 5 vecteurs de degré échelonnés qui sont bien non nuls. Donc, grâce à ce théorème, automatiquement, on peut dire que cette famille est une base de R4 crochet X.
Au passage, on voit que si jamais on a n plus 1 vecteurs de degrés échelonnés et qui doivent aller du degré 0 jusqu'au degré n, il n'y a vraiment pas le choix dans ces degrés, c'est forcément 0, puis 1, puis 2, etc. jusqu'à n.